Ce sera en français. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces 48 dernières heures n'ont pas été trop rudes. Je les ai trouvées particulièrement longues. Mais ça peut être encore pire. Ça peut être encore pire parce que CoinMarketCap peut toujours être encore pire, évidemment. Mais vous pourriez par exemple aller à une conférence sur les NFT et faire une prise de parole sur la vérité sur les NFT et le métaverse. Là, ça pourrait vraiment être encore pire. Alors aujourd'hui, je vais essayer de remettre un petit peu les pieds sur terre, je vais essayer de prendre un petit peu de recul, et je vais parler de ces petites choses qu'on ne voit pas, mais ces petites choses que nous, initiés, nous devons avoir en tête, surtout si on veut un développement sain et un développement durable de cet écosystème. Généralement, on entend que les NFT, c'est une tendance. Les NFT, c'est un effet de mode. Ça ne me convient déjà pas très bien. Ça a une connotation négative, comme si les NFT, c'était l'effet de mode, alors qu'en réalité, la technologie des NFT, c'est en tendance actuellement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, globalement, c'est facile de dire que les NFT, c'est en tendance actuellement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire de mon point de vue, qui parle à beaucoup de débutants et des gens qui découvrent la blockchain et les crypto-monnaies pour la première fois? Alors, j'allais vous dire que ce n'est pas en regardant les initiés et ceux qui connaissent les NFT qu'on arrive à voir que c'est en tendance, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis certain qu'on faisait exactement la même prise de parole et le même événement il y a 1 an et demi, on ne remplissait pas un tiers de la salle. Et en plus de ça, le fait que la plupart des débutants, eux, commencent à arriver dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui découvrent pour la première fois les crypto-monnaies après avoir découvert les NFT. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et c'est totalement inimaginable quand on voit la vitesse à laquelle ça a été. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je réalise des vidéos sur YouTube et j'essaye d'expliquer aux plus débutants les premiers pas et la découverte du coup de la technologie de la blockchain, des crypto-monnaies et des NFT. Il y a un père de famille qui me contacte, il m'envoie un message sur les réseaux sociaux et il me pose la question suivante. Do I have to invest my saving for my children's education in 2 freshly minted NFTs? Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Tu te prends ça à 9 h du matin, tu ne sais pas trop comment répondre et surtout, position inconfortable. Là, tout de suite, au début, on a envie de dire non. Ça ne semble ne pas être une bonne idée d'investir l'argent que vous avez économisé pour les études de vos enfants dans 2 tout nouveaux NFT, un lapin et un crocodile. C'est ce que j'ai envie de répondre, mais je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que le lapin, il peut faire x2 ou x3 le lendemain. Et à ce moment-là, on aura empêché quelqu'un de saisir une opportunité financière. Évidemment, peut-être que c'était une très bonne collection artistique, mais je n'ai pas d'appétence à l'art, je ne suis pas capable de le conseiller, et je ne peux donc pas lui donner la bonne réponse à son investissement. Et c'est là qu'on voit que c'est une tendance. C'est quand on voit des personnes qui ont découvert la crypto-monnaie depuis 48 heures, qui sont déjà livrées à une décision qui normalement demande beaucoup de recul. Est-ce que j'ai à mettre de l'argent? Est-ce que je dois m'engager? Et est-ce que je peux maintenant financièrement prendre un vrai risque sur quelque chose de nouveau que je ne maîtrise pas? J'ai entendu quelque chose pareil, qui avait une connotation négative, mais quand on m'en a donné l'explication, j'ai vraiment apprécié l'explication qu'on m'en a donnée. J'ai entendu que les NFT, c'était le cheval de Troie de la crypto-monnaie. Alors moi déjà, je me dis, bon, cheval de Troie, virus informatique, connotation négative, je ne suis pas d'accord du tout. Et je tombe sur quelqu'un qui aime beaucoup les NFT qui me dit, non, non, pas du tout. On parle de cheval de Troie pour la viralité. Le fait que ça se répand, le fait que ça se transmet, pas pour le côté négatif du virus et pour le côté nuisible qu'il peut avoir. Et quand on prend un petit peu de recul, c'est vrai. Quand on regarde le Bitcoin, les crypto-monnaies et cette technologie, à l'origine, c'était pour les technophiles. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'intéressaient réellement à la technologie, qui avaient envie de découvrir le potentiel et tout ce que l'on pouvait créer comme usage sur cette technologie. Et c'est ces premières personnes-là qui, du coup, ont commencé à essayer et à utiliser les différents outils qu'offrait la blockchain. Dans un second temps, évidemment, il y a eu les spéculateurs dont la majeure partie des gens sur ce marché, qui viennent quand on en entend parler à la télé, qui viennent quand il y a une surmédiatisation et quand on parle énormément de l'évolution du prix des crypto-monnaies et de l'explosion que Bitcoin a eue la semaine dernière sur un plateau télé. À ce moment-là, on a énormément de gens qui viennent également et qui, mine de rien, même si c'est pour de la spéculation et pour gagner de l'argent à court ou moyen terme, ce sont quand même des gens qui vont apporter de la liquidité et qui vont financer des entreprises, des initiatives et donc indirectement le développement de l'écosystème. La particularité qu'on a, c'est que pour la première fois, on a cassé un gros mur en fait et on a récupéré plein de choses qui viennent de la culture.
Ça vient de la musique, les NFT dans la musique, le financement. Ça vient également du sport. Ça vient également du cinéma. Ça vient du monde du gaming, encore plus depuis que Facebook a changé de nom. Il y a plein de gens qui ont découvert le mot métavers à ce moment-là. J'ai l'impression que j'ai jamais entendu autre chose que métavers sur les 3 derniers mois. Et à ce moment-là, on arrive dans une démarche où on se dit d'accord, il y a des gens, ils n'ont aucune appétence technologique. Ce ne sont pas des traders, ce ne sont pas des gens qui sont naturellement amenés à investir, à acheter des actions, à connaître un marché financier et comment il marche. Et ces gens-là viennent de domaines qui sont totalement différents des nôtres, des 4 coins du monde. Ils n'ont peut-être pas la même culture, peut-être pas la même religion, peut-être pas les mêmes façons de faire dans la vie. Et pourtant, de par une star, un influenceur, un artiste, ils vont découvrir une gamme de NFT qui va leur plaire, et donc ils vont faire tout le processus de découverte. Qu'est-ce qu'un portefeuille? Installer un portefeuille, le connecter à Internet, le Web3 qui est en train d'arriver. Et cette personne va pour la toute première fois découvrir cette technologie. Et c'est pour ça qu'on parle de ce fameux cheval de Troie qui se répand. C'est parce qu'il y a des gens qui, du coup, par une nouvelle façon de les adresser et par un nouvel intérêt, en fait, vont découvrir le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Ils vont donc non seulement découvrir quelque chose d'incroyable, parce qu'ils vont découvrir petit à petit le potentiel, indirectement, ça va jouer tout de suite avec leurs émotions, parce que quand le chien ou le lapin est divisé par 2 ou multiplié par 2 dans la nuit, on n'a pas l'habitude, surtout quand c'est un chien qui coûte 6 000 €. Et on arrive à un moment où la personne est non seulement hypée, elle ressent le FOMO, the fear of missing out, et donc la peur de rater cette tendance. Et en plus de tout ça, elle s'est engagée financièrement, et donc ça joue avec certains sentiments humains qu'une personne qui n'a jamais investi n'est pas prête tout simplement à subir aussi violemment que le monde des NFT peut l'offrir. Alors, ce que je propose, c'est 3 axes, et pour le coup, c'est absolument pas une vérité absolue, hein, c'est simplement ma position, et c'est plutôt pour du court terme, des choses qu'il faut avoir en tête, je pense, pour essayer de construire un environnement autour des NFT qui est plus sain, et qui du coup serait plus réaliste sur la vérité actuelle de l'écosystème. Le tout premier, c'est avoir conscience qu'on est en train de défricher. Et c'est super important. S'il n'y a pas autant d'investissements, s'il n'y a pas autant d'initiatives, on ne va pas créer les outils de demain qui peuvent ou qui pourront peut-être un jour changer le monde ou tout simplement apporter des nouvelles formes de support artistique ou des usages. Donc c'est important. Mais on doit être capable de dire aux plus débutants, à ceux qui arrivent et ceux qui justement, on arrive à découvrir et on arrive à ressentir qu'ils n'ont pas cette appétence technologique, qu'ils n'y connaissent rien et qui sont sur le point de dépenser une fortune, voire même de faire des bêtises avec l'épargne d'une vie sur certains NFT, c'est justement aux initiés, et c'est donc à vous et à nous, naturellement, d'essayer de donner ces bonnes bases saines pour qu'une personne comprenne les risques qu'elle prend. Et ensuite, lui dire qu'on est au tout début. C'est-à-dire que là, il y a tellement de nouvelles initiatives, je suis quasiment persuadé qu'on va découvrir des nouvelles façons d'utiliser la technologie des NFT et cette fameuse unicité numérique, finalement, et qu'on n'en a peut-être même pas encore eu l'idée aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il faut du temps. C'est-à-dire que certes, l'argent, et quand il y en a beaucoup, ça va très très vite, et on le voit dans le monde des NFT, mais il faut du temps dans le sens où on ne peut pas exiger d'un entrepreneur, d'un artiste ou d'une personne qui crée une solution technique sur les NFT d'avoir un sans faute et de ne pas commettre d'erreurs, pour plein de raisons. La première, parce que c'est justement en essayant qu'on va tirer une leçon, qu'on va apprendre, et cette incrémentation empirique fait que sur le long terme, on va définir une solution intelligente et correcte. Et en plus de ça, parce que ça va tellement vite. La première question qu'on a quand on veut faire un NFT, c'est je le fais sur quelle blockchain? Et si cette blockchain c'est la meilleure aujourd'hui, parce que c'est la plus scalable, parce que c'est la moins chère, parce que c'est la plus simple à prendre en main, qu'est-ce qui me dit que dans 3 jours, ce ne sera pas une nouvelle? Et est-ce que je pourrais prendre mes NFT d'une blockchain pour le mettre sur une autre? Et est-ce que je devrais le faire sur la blockchain la plus connue, alors que pour acheter un NFT à 40 €, ça va me coûter 70 € de l'acheter, rien qu'en frais de transaction? Voilà pourquoi on ne peut pas demander des solutions complètes et sans aucun problème, en fait. Mine de rien, il faut que jeunesse se fasse, et il est important de comprendre que ça doit y aller étape par étape et qu'on doit faire ses essais. On doit toujours développer ces initiatives et du coup apprendre de nos erreurs, les partager entre la communauté pour pouvoir améliorer les prochaines initiatives. Et le dernier point, parce que je suis toujours obligé d'en parler, c'est la régulation. Une autre anecdote intéressante. Pour ceux qui me connaissent, je suis à la tête d'une société qui s'appelle Just Mining et qui gère la crypto-monnaie et le stacking pour beaucoup de personnes. Des gens qui sont soit en custodiane, soit qui délèguent des fonds. Et donc notre job, c'est d'augmenter le montant qu'on a sous gestion et de travailler ces fonds, que ce soit avec la finance décentralisée ou directement on-chain avec du stacking et des validateurs. Un jour, j'essaye tout simplement d'approcher un prospect et je sais qu'il a gagné à peu près 8 millions d'euros en vendant des NFT. 8 millions de dollars.
Je lui parle et je lui explique, voilà, nous on a des solutions, on essaye justement d'accompagner les personnes qui veulent faire travailler la trésorerie ou profiter justement de ces levées de fonds pour essayer de faire travailler la trésorerie dormante jusqu'à avoir besoin de ce financement pour une nouvelle initiative ou une nouvelle gamme de NFT. Et donc on approche des projets en leur proposant de déposer ces fonds chez nous. La personne réfléchit, 24 heures après elle me recontacte, elle m'a dit écoute j'ai bien réfléchi et je vais déposer ces fonds chez vous. Du coup, moi, je lui renvoie un mail, le mail d'onboarding, comment ça marche. Il nous faut le cabis de la société, il nous faut des informations, on a besoin de savoir d'où viennent ces fonds. Bref, toutes les bases en fait qu'on est censé demander à un client pour respecter du moins la régulation française et la loi en vigueur pour pouvoir exercer ce métier. Et la personne nous répond, et c'est impensable, c'est impensable, tellement impensable que je ne l'avais même pas vu venir alors que c'était totalement évident pour lui. Cette personne n'avait même pas de société en fait. Elle avait été sur OpenSea, elle avait fait un petit site internet, elle avait fait de la pub sur les réseaux sociaux, elle avait fait 8 millions de dollars en 48 heures et elle se voyait déjà sur une plage aux Bahamas. Et là, c'était un petit peu plus délicat. Alors évidemment, on peut prendre du recul et on peut en rigoler, parce que c'est toujours pareil. Tout le monde, une grosse partie des gens font ça aujourd'hui. Il y a évidemment des initiatives qui sont cadrées et structurées, mais ça, c'est le troisième point que je voulais donner. Le premier, du coup, c'était de donner des bonnes bases aux débutants qui arrivent et aux initiés pour pas qu'ils prennent des risques et surtout pour qu'on puisse rendre pérenne cette situation dans le temps. La deuxième, c'est de vraiment comprendre que c'est le temps qui va définir les bonnes initiatives. Et la troisième, c'est de dire que quand on propose des NFT, quand on propose une gamme ou quand on propose une solution liée au métaverse et du coup connectée à des NFT, en fonction de la réussite de son projet et de la façon dont on va le structurer, il est super important d'essayer d'apporter un cadre. Encore une fois, la loi ne dit pas exactement quoi faire, par A plus B. En attendant, une chose est certaine, la régulation va arriver, il va y avoir des normes, il va y avoir des bases, et ceux qui se sont jamais posé la question, ceux qui ne se sont jamais dit qu'il y aura ce cadre-là et qu'ils auront des problèmes, rencontreront vraiment des problématiques légales qui peuvent être rudes, d'autant plus quand on vient de découvrir l'univers des NFT, d'autant plus quand on vient de gagner beaucoup d'argent rapidement et qu'on doit donc travailler avec ses sentiments et sa propre perception de cet écosystème, et surtout, pour finir, quand on avait les moyens de se cadrer, mais qu'on n'a pas songé à être accompagné. Et donc, essayer justement de recommander, notamment qu'il y a des initiatives très solides qui peuvent recommander et qui répondent, puisque c'est une... De toute façon, la plupart des initiatives sont basées sur la communauté. La communauté communique. Je n'ai jamais vu un écosystème qui se base autant sur des discussions Telegram. C'est-à-dire qu'il y a des devis qui se font en note vocale. Et il y a des acceptations pour des montants qui sont faramineux, une note vocale ou un gif pour envoyer un pouce vers le haut, et c'est signé. C'est un truc de fou, mais c'est en train d'évoluer. Et depuis que le monde des crypto-monnaies fait ça, je me rends compte que la plupart, notamment depuis le Covid et notamment depuis qu'on a numérisé plein de choses pour pouvoir communiquer, la plupart des gens commencent à utiliser ces canaux. Ça va très très vite. Et dans un monde où on essaye d'enlever de la forme, et finalement on enlève des intermédiaires pour se comprendre encore plus vite, pour se dire au final, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as, et qu'est-ce que tu es prêt à me donner en échange de cette valeur que je te propose. Eh bien, on doit être capable de prendre un petit peu de recul, voire même mieux, prendre un petit peu de hauteur et se dire, OK, ça a fonctionné comme je le voulais, j'ai réussi à fédérer la communauté que je voulais, maintenant je dois essayer de me cadrer, maintenant je dois essayer d'anticiper ce qui va arriver afin que le jour où il puisse y avoir une quelconque régulation qui s'impose, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, essayer d'être dans les clous et essayer de créer et de pousser cette petite initiative ou cette grosse initiative que j'ai eue en quelque chose qui va non seulement traverser les bear markets, qui va non seulement avec le temps devenir plus mûr, plus solide et continuer à fédérer ma communauté, et mine de rien, avec une structure solide, tenir mes engagements et mes promesses, parce que beaucoup de NFT sont, comme vous le savez, vendus avec une promesse d'usage à terme ou une promesse de service qui sera donnée aux détenteurs. Et c'est ça le plus important. Je vais vous laisser sur une phrase que j'adore et j'en suis persuadé aujourd'hui. Je pense que les plus belles choses que l'on peut faire avec les NFT et avec cette technologie, ces fondamentaux fous, bien que ce soit un petit peu caché et un peu opaque à cause justement de cette tendance et de tous ces nouveaux qui arrivent et qui découvrent et que ça fait énormément de bruit, je suis malgré tout persuadé que les plus beaux usages du monde de la blockchain, des crypto-monnaies et des NFT, parce que pour moi, ça s'applique exactement pareil aux trois, n'existe pas encore. Ce sera peut-être l'un d'entre vous, et je l'espère, qui va trouver la solution et qui va soit enlever un verrou technique en proposant une solution technologique pour régler une solution, ou alors tout simplement l'évolution de cet écosystème qui nous permettra, et j'en suis persuadé, d'avoir des usages incroyables basés sur les NFT dans notre poche, et qu'il y a même des gens qui les utiliseront sans connaître le mot de NFT, tout comme aujourd'hui on utilise Internet sans connaître le protocole TCP/IP. Merci beaucoup.